Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 17 mars 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Comment les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier peuvent apporter leur aide aux Ukrainiens victimes d'une guerre cruelle? Le député fédéral Joël Godin a sondé le terrain et nous fera part de son plan de mobilisation. Des citoyens de Lac-Sergent prennent en main la transformation de la chapelle Notre-Dame de la Paix en lieu culturel, artistique et communautaire. Pour nous parler du projet et autres à Lac-Sergent, on reçoit le maire Yves Bédard. Sillonner les rangs à la rencontre des agriculteurs pour prendre le pouls de leur santé psychologique est un métier que pratiquent les travailleurs de rang. Pour nous témoigner de son travail, on reçoit Myriam Lachance. Et le projet plein air à l'école secondaire Louis Jobin de Saint-Raymond souligne en fait ses 10 ans. Charles Laviolette s'est intéressé au sujet. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, le nouveau programme d'Immigration Canada permettant d'accueillir rapidement des Ukrainiens qui ont fui la guerre permettra finalement aux personnes dont le dossier sera accepté de rester jusqu'à 3 ans au pays. Lorsque le gouvernement a annoncé son intention de mettre en place ce programme qu'on appelle l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, la période maximale de la mesure était plutôt fixée à 2 ans. Le ministère de l'Immigration a indiqué que les demandes pour l'obtention de cette résidence temporaire peuvent être formulées par les Ukrainiens et les membres de leur famille immédiate de toute nationalité. Le ministère a aussi fait savoir qu'il renonce aux frais qui auraient normalement été associés à ces demandes. Ottawa invite par ailleurs les demandeurs à présenter une demande de permis de travail ouvert en même temps que leur demande de visa. Les voyageurs vaccinés n'auront plus l'obligation de présenter un test de dépistage de la COVID-19 négatif pour entrer au Canada dès le 1er avril. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement fédéral aujourd'hui. L'exemption s'appliquera aux voyageurs entièrement vaccinés, soit ceux qui ont reçu au moins 2 doses d'un vaccin homologué au Canada. Ces voyageurs pourraient toutefois être sélectionnés pour un test de dépistage aléatoire à leur arrivée, comme c'est le cas actuellement. Ils ne seront toutefois pas tenus de faire une quarantaine en attendant les résultats. Le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, a consulté cette semaine les citoyens sur les façons d'apporter de l'aide devant la situation de conflit qui touche les Ukrainiens. Une consultation virtuelle se tenait avec le député ce mardi soir 15 mars. Et pour nous en parler, on reçoit justement le député Joël Godin. Bonsoir, M. Godin. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci encore de votre visite en studio. Un plaisir. M. Godin, tout d'abord, parlons un peu de votre expérience à Ottawa par rapport à cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez assisté justement à la présentation du président? Oui, absolument. C'est un moment historique. C'est sûr que c'est exigeant. Un aller-retour à Ottawa, c'est quand même beaucoup d'heures de route, mais je pense que je me devais, à titre de député de Portneuf-Jacques-Cartier, d'être présent. Et j'ai assisté à cette allocution du président Zelensky qui était très émouvant. Et je vous dirais qu'on a senti à l'intérieur de la Chambre des communes, je le dis à l'occasion, mais cette fois-ci, c'était assez particulier. Il n'y avait pas de politique. Tous les
les gens étaient unanimes à vouloir aider le peuple ukrainien. Et le discours du président a été très positif, très encourageant pour que l'on puisse contribuer à aider ces gens-là. Il faut comprendre qu'on est en 2022, M. Beausoleil, et il y a des gens qui perdent leur vie. Nous, on a le privilège de vivre au Canada, mais ces gens-là ont besoin d'aide et j'apprécie le travail du gouvernement du Canada parce qu'on est dans des mesures d'urgence et le fait d'avoir accéléré le processus d'immigration, parce que là, il y a des gens qui sont pris, qui ont quitté l'Ukraine, qui sont pris en Pologne et qui, là, sont en train de démêler la paperasse administrative et le ministère de l'Immigration collabore beaucoup et de voir l'extension, l'ouverture, l'accélération, on élimine les frais et rien qu'au niveau des tests biométriques, écoutez, c'est des femmes et des enfants et les tests biométriques, c'est souvent pour vérifier la sécurité auprès des antécédents judiciaires des personnes qui veulent immigrer chez nous. On comprend que le risque est beaucoup moins grand. Maintenant, il ne faut pas minimiser, mais il faut accélérer et mettre des équipes désignées et c'est ce que je pense que le ministère de l'Immigration a fait cette semaine, puis je pense qu'il fallait. Je vous dirais ce que j'ai retenu du président, c'est que c'est un peuple qui veut vivre. Écoutez, quand je dis ça, j'ai des émotions et ils veulent vaincre pour vivre. Alors, on est loin, nous, de ça, là. On est tous sensibles. Et c'est ce qui m'a amené à faire une consultation. Comment on peut aider ces gens-là? On est ici au Canada. Eux sont là-bas. Tout le monde veut aider. On va envoyer des médicaments, on va envoyer des vêtements, parce qu'on voit par les images que la température semble être très humide et pas très chaude. La saison est probablement similaire à la nôtre en termes de hauteur dans le méridien. Ils vivent probablement à la même température que nous. Alors, on fait quoi pour les aider? Il y a une urgence d'agir. Maintenant, suite à la consultation que j'ai tenue mardi soir, la journée, par hasard, ça a tombé la même journée que le président est venu s'adresser à la Chambre des communes. Et j'étais à Ottawa quand j'ai fait ma consultation, mais aujourd'hui, avec le virtuel, il y a des avantages. Et on est arrivé à la constatation que si on veut agir rapidement, les éléments, le matériel et l'aide ne se rendra pas peut-être pas aussi rapidement que l'on veut. Alors, ce qu'on est arrivé à la conclusion, c'est d'organiser un comité qui va faire en sorte d'être prêt pour recevoir les Ukrainiens qui vont s'en venir ici au Canada. Maintenant, est-ce qu'on va en avoir 1? Est-ce qu'on va en avoir 50? Est-ce qu'on va en avoir 200? On ne le sait pas. Mais il faut être prêt. Alors, ce que l'on a convenu, c'est que tous les gens qui veulent participer à s'impliquer comme bénévoles, c'est de communiquer avec mon bureau. Nous, on va être le facilitateur, la plaque tournante, mais vous comprendrez que ce n'est pas ma responsabilité de former un comité, mais moi, je vais accompagner ce comité-là et essayer d'ouvrir des portes où est-ce que je peux les ouvrir et, comme je le disais, d'être un facilitateur. Alors, les gens sont invités à communiquer avec mon bureau. Il y aura une rencontre qui sera faite et les gens autour de la table détermineront comment ils vont adresser cette problématique-là et comment ils vont travailler avec les organismes du milieu. Parce qu'on ne réinventera pas la roue. On a l'expérience des comités syriens. Absolument. Alors, on ne réinventera pas la roue, mais il y a beaucoup de gens qui veulent contribuer. Et ce n'est pas un comité uniquement pour une famille ou un secteur. C'est pour l'ensemble de la circonscription. Et on verra au besoin, puis on réajustera. On fera appel peut-être à SOS Accueil, on fera appel peut-être aux trouvailles à Pont-Rouge, on fera accueil peut-être à la friperie à Saint-Marc-des-Carrières. Comprenez qu'on va identifier les besoins des familles. Alors, c'est du logement, c'est de l'argent, c'est des denrées, c'est du matériel et c'est des jobs. Alors, en sachant ça, on va magasiner pour eux, on va être des facilitateurs. Et il y a Mme Fleury de Accès Travail Portneuf qui était là pour les accompagner. Et il y a une dame de Saint-Raymond qui est une Ukrainienne qui a levé la main pour dire « Moi, je veux contribuer en permettant l'interprétation. » Pour nous, on n'est pas conscient de ça, mais elle l'a vécu. Est important, absolument. Alors, il y avait 3 Ukrainiens lors de la conférence et il y avait 2 personnes de Saint-Raymond et une personne de Saint-Augustin. Alors, j'étais moi-même très surpris de voir qu'il y avait 3 Ukrainiens qui étaient disponibles à participer à la consultation. Là. Alors, assez content de l'impact. Et écoutez, on ne réinvente pas. On ne savait pas quoi faire pour aider. On s'est assis autour d'une table virtuelle, puis on s'est dit, voici qu'est-ce qu'on doit prioriser.
nous, on va prioriser l'accueil des réfugiés quand ils vont arriver. Puis ça, on va être facilitant. Et malheureusement, ces arrivées-là, s'ils sont massifs, bien, vous comprendrez qu'on va contribuer en leur offrant des jobs et on va régler un autre problème. Alors, eux vont se sentir en sécurité, ils vont être intégrés dans la communauté et en plus, on va leur fournir des emplois parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Alors, tout le monde est gagnant, puis on a un cœur à la bonne place et on se retrousse les manches pour aider ces gens-là. Est-ce qu'on peut penser à un échéancier probable? Est-ce qu'on pense dès l'été prochain? Est-ce qu'on pense au printemps? Est-ce qu'on pense à l'automne? Bien, écoutez, ça peut aller plus vite qu'on pense parce que je parlais avec justement un citoyen de Saint-Raymond qui, lui, est en contact avec sa sœur. Ben oui. J'oublie son nom, Sacha Pierre Tournier. C'est bien ça. Il me l'a dit en ukrainien, alors là, il l'a facilité. Ben oui. Et Sacha Pierre disait que lui est en contact avec sa sœur qui est en Pologne et qui a déjà son visa. Là, il est en attente pour les résultats de ses tests biométriques. Et après ça, il achète le billet d'avion puis ils s'en viennent. Alors, ça peut aller plus vite qu'on pense. Alors, et combien on va en avoir? Est-ce qu'ils vont choisir le Canada? Mais une donnée que j'ai apprise lorsque le premier ministre a fait son allocution pour introduire le président de l'Ukraine, saviez-vous que le Canada est le deuxième pays qui possède la plus grande diaspora ukrainienne? Oh, quand même. 1,4 million d'Ukrainiens au Canada. Plus concentrés dans le centre du Canada. Ah oui, OK. Du Canada. Alors, il y a le Manitoba, Saskatchewan et un peu l'Alberta. Mais c'est plus le Manitoba qui... il y a une colonie, pas une colonie, mais... D'où vient le mouvement, justement, là, pour vous aider? Je ne pourrais pas vous dire d'où vient le mouvement. C'est tout simplement une constatation. Et 1,4 million, l'endroit, le deuxième la plus grande population ukrainienne réfugiée ici, ça nous touche et on a tous des liens. Si vous regardez à un moment donné, c'est surprenant. Saviez-vous qu'on avait des Ukrainiens ici à Saint-Raymond-de-Portneuf? Bien, là, on l'a su dernièrement, et voilà. effectivement. Alors, la guerre nous permet de découvrir les choses et on se mobilise pour ces gens-là. Puis, encore une fois, c'est un drame humain. Là, et le plus vite que l'on peut mettre un frein à cette guerre-là, mieux va se porter la planète et nos êtres humains, nos frères et nos sœurs ukrainiens et ukrainiennes. Quand vous avez assisté justement au discours du président ukrainien, après cette rencontre-là, entre vos collègues et tout ça, quelle était l'ambiance? On est choqué? C'est l'impuissance. C'est l'impuissance. Okay. C'est l'impuissance. Et je peux comprendre aussi l'OTAN qui est un peu sur ses gardes. Faut connaître l'adversaire, et l'adversaire est imprévisible. Là, malheureusement, le fait que ça s'allonge, moi, je pense que c'est plus difficile à dénouer. Ouais. Alors, je me mets à la place des décideurs à l'international, au niveau stratégique. Moi, j'aurais le réflexe d'attaquer le plus vite possible, mais il faut mesurer les conséquences parce que là, c'est concentré... une escalade. Ouais. Le danger. Le président ukrainien demandait d'éliminer le NFZ, c'est-à-dire le No-Fly Zone, pour permettre aux Ukrainiens de pouvoir circuler en toute sécurité, un corridor humain. Maintenant, un corridor humanitaire. Maintenant, si on dit oui à ça, la Russie va réagir comment? Et là, c'est une escalade, parce que là, il y a d'autres pays autour. Là. Il y a des pays qui sont membres de l'OTAN, mais il y a d'autres pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. Alors, tout l'impact au niveau international, je vous dirais qu'on en a pour... plusieurs mois à vivre les conséquences. L'économie aussi. L'économie, l'approvisionnement. Très durement, même. Oui, absolument. On est bien équipé pour passer à travers, selon vous? Avec les lois qu'on a actuellement, puis moi, je pense que présentement, d'être sur le continent américain, on est probablement mieux situé en termes de qualité de vie, pour notre qualité de vie, notre sécurité. Maintenant, rien n'est impossible. Écoutez, on a attaqué Pearl Harbor à l'époque, alors c'était imprévisible. Maintenant, moi, je pense qu'au Canada, on est malgré tout en sécurité. Maintenant, il faut partager notre aide pour aider ces gens-là. Le gouvernement le fait bien. Je pense que le gouvernement a bien réagi. Maintenant, nous, on voudrait qu'il en fasse plus. Exemple, de permettre à la Pologne de donner ses avions pour qu'ils puissent... Parce que les Ukrainiens connaissent la technologie des avions polonaises. Alors,
la Pologne avait trouvé une façon de passer par les États-Unis pour permettre aux États-Unis de donner parce que la Pologne va se faire envahir par la Russie si jamais elle faisait ça. Alors, il y a des stratégies que l'on ne connaît pas au niveau on n'est pas dans les coulisses, là, mais on se croise les doigts et faut croire. Je ne pensais pas, après une pandémie, embarquer dans un discours comme on a ce soir, mais malheureusement, on n'est pas en contrôle. Réalité actuelle. C'est une réalité. Maintenant, il faut être fort et on va passer à travers. Alors, on demande aux gens justement de communiquer avec votre bureau pour s'il y a des gens qui aimeraient participer, justement, s'impliquer au comité. On ne fait pas de cueillette pour l'instant. Parfait. Et le comité va s'organiser et va solliciter les gens. Et je suis convaincu que les gens de Portneuf-Jacques-Cartier sont prêts à donner et vont être plus généreux qu'on pense. Sûrement. Alors, Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, merci beaucoup. Merci, M. l'entretien. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. Un alcool qui emploie plein de monde d'ici. Hey, ça, c'est fort. Mettez du Québec dans vos choix. En repérant les produits fièrement assemblés et embouteillés au Québec. SAQ, le goût de partager. À Saint-Raymond, le projet pilote de prévention et de sensibilisation nautique au lac Sept-Îles chemine bien. L'an dernier, en 2021, les patrouilleurs nautiques sillonnaient en alternance le lac Sept-Îles et aussi le lac Sergent. Lundi soir, au conseil municipal, la ville de Saint-Raymond a adopté une résolution pour que les 3 patrouilleurs nautiques soient reconnus officiellement et obtiennent les autorités nécessaires pour émettre certaines contraventions aux besoins. Une demande est acheminée au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que les patrouilleurs nautiques puissent émettre certains constats d'infraction sur le territoire des villes de Saint-Raymond pour le lac Sept-Îles et de la ville de Lac-Sergent pour le lac Sergent. Essentiellement, les patrouilleurs nautiques procèdent à des vérifications de courtoisie sur la conformité des embarcations, les équipements de sécurité, en plus de prodiguer des conseils aux plaisanciers pour une navigation plus sécuritaire et respectueuse de l'environnement. Le projet pilote a été initié en 2017 par la ville de Saint-Raymond en partenariat avec Transport Canada et l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles. Une étroite collaboration a été aussi développée avec la Sûreté du Québec. La ville de Saint-Raymond étudie la possibilité de réserver certains espaces à des véhicules récréatifs autonomes de moins de 25 pieds pour 1 ou 2 nuitées dans la municipalité. Un résident du lac Sept-Îles et passionné de voyage en véhicule récréatif, Denis Caillé, a lancé l'idée et la discussion lundi soir au conseil de ville à partir du concept d'arrêt nuitée en VR que l'on retrouve actuellement dans 50 localités du Québec. Dans Portneuf, on retrouve des espaces du genre gratuits à Deschambault-Grondines et à Saint-Casimir pour ces véhicules complètement autonomes qui ne demandent aucun service public. Le stationnement du centre de ski Saint-Raymond est envisagé pour offrir de l'espace à ces véhicules récréatifs de plus en plus populaires au Québec. Les villes de Lac-Saint-Joseph, Fossambeau-sur-le-Lac et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier se sont engagées financièrement auprès de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC, pour la réalisation de son étude sur l'état de santé du lac Saint-Joseph, intitulée « Diagnose 2.0 ». La CBJC a prévu 8 activités de récolte, de données et d'analyse en 2022 et le projet est évalué à 127 000 $. Lac-Saint-Joseph s'engage à investir 52 000 $, Fossambeau sur le lac 53 800 et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier 21 240 $.
7 projets dans Portneuf et 3 dans la Jacques-Cartier figurent parmi les 250 projets annoncés vendredi dernier dans le cadre du nouveau programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Ce programme, doté d'une enveloppe de 20 millions de dollars, s'adresse aux municipalités de moins de 10 000 habitants et l'aide financière peut atteindre un maximum de 100 000 dollars par projet. Le gouvernement du Québec a doublé la mise de départ avec un ajout de 10 millions de dollars au programme. Saint-Gilbert reçoit 57 000 pour la rénovation du Préau, 88 700 à Cap-Santé pour la réfection de la patinoire extérieure. Saint-Marc-des-Carrières reçoit 100 000 pour son vélo-parc et parc de planches à roulettes. Saint-Ubalde peut compter sur une enveloppe de 50 000 $ pour le renouvellement des modules de jeu. Lac-Sergent obtient 77 300 pour la construction extérieure, la construction d'un terrain de tennis au parc de l'Hôtel de Ville. 34 500 serviront au module d'entraînement extérieur à Saint-Léonard de Portneuf. Et la ville de Neuville peut compter sur 100 000 $ au réaménagement du parc du Poitou. Dans la Jacques-Cartier, Stoneham et Tewksbury reçoit 100 000 pour le déplacement et la mise aux normes du parc de planches à roulettes. 92 200 iront à l'aire de jeu pour enfants et au parc des Saphirs à Sainte-Brigitte de Laval. Et le lac de l'Age obtient 100 000 pour l'aménagement d'un parc municipal. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé cette semaine l'octroi d'une somme de 116 500 au projet de transformation de la chapelle Notre-Dame de la Paix à Lac-Sergent en un centre culturel et communautaire 3 saisons. Ce montant de 116 500 équivaut à 50 du coût total qui s'élève à 233 156 $. Les travaux consistent à réaménager l'intérieur pour créer un lieu de spectacle et de rendez-vous artistiques et culturels. La chapelle pourra accueillir jusqu'à 150 spectateurs et une troisième phase prévoit l'aménagement à l'étage qui pourrait servir de lieu de détente, lecture ou autre. Une campagne de souscription populaire sera lancée sous peu pour compléter le financement. Il faut rappeler que la municipalité de Lac-Sergent a acquis la chapelle Notre-Dame de la Paix construite en 1908, il y a 5 ans, en 2017, et aménage le site extérieur et l'anime pour que les citoyens se réapproprient les lieux et prennent en main son développement. D'ailleurs, on y retrouve entre autres un jardin communautaire ainsi que des sentiers pédestres et autres activités durant les 4 saisons. Une organisation à but non lucratif gère les lieux depuis l'an dernier. La chapelle devient donc complémentaire au club nautique du Lac-Sergent qui accueille une centaine de jeunes kayakistes et autres sports nautiques durant l'été. Lac-Sergent a souligné, rappelons-le, son 100e anniversaire en 2021. Elle compte 500 résidents permanents, mais la population double durant l'été. Alors, pour plus de détails, on reçoit de ce projet et autres projets aussi à Lac-Sergent, on reçoit le maire Yves Bédard. Bonsoir, M. Bédard. Bonsoir, M. Beausoleil. Vous allez bien? Oh, ça va toujours bien. Bien. Merci de cette visite. Bonne nouvelle, justement, pour chez vous, du côté de la chapelle, un projet qui date d'à peu près 5 ans. Justement, je me souviens qu'on vous avez porté acquéreur de ce bâtiment patrimonial et les projets que vous aviez envisagés. Alors, on arrive à quand même à des résultats intéressants. C'est une étape intéressante. C'est une autre étape de franchie là, pour le développement du secteur de la chapelle. Quand on a pris le relais en 2017, c'est sûr qu'on ne savait pas trop quoi faire du bâtiment existant. Ouais. Il y avait besoin de beaucoup d'amour. Fait qu'on a mis en place un comité de citoyens qui ont travaillé un peu avec différentes idées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut développer? C'est quoi les besoins du secteur? Puis on y a été par étapes. Fait que les gens, le but premier, c'est que la chapelle constitue toujours le centre du village. Ouais. Le village s'est déplacé. Comme c'était dans le temps. C'est ça. Puis la chapelle avait toujours son côté, son cachet historique qui est présent, sauf qu'il commençait à prendre de l'âge un peu, à délabré un peu. Fait que ce qu'on a travaillé avec les gens, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le secteur, redonner vie, mais surtout le faire selon les moyens de la population. Ouais. Parce qu'avec 500 résidents, tu peux pas... on aurait voulu faire le stade olympique, on aurait pu y rêver, mais on serait toujours en attente. Fait que les gens ont fait on a fait un développement lentement, en faisant quelques activités des citoyens, une petite fête, un spectacle une fois. Par la suite, on a mis le projet de forêt nourricière et de jardin communautaire qui a donné un élan au secteur. Ça va très bien parce que les jardins, on manque d'espace à chaque année. Il y a plus de gens qui veulent le jardin que les espaces
disponibles. Par la suite, on a commencé à travailler pour dire, OK, c'est beau, il y a eu la COVID qui est arrivée. On s'est aperçu qu'au niveau du club nautique, on commençait à être restreint si on voulait avoir de la distanciation. On s'est servi un peu de la chapelle comme porte de sortie pour accommoder les gens du club nautique durant l'été. Puis ça a donné beaucoup d'idées sur qu'est-ce qu'on peut faire de plus, comment on peut s'approprier le secteur. Puis avec les gens, ce qu'on voyait, c'est que le Lac-Sargent était reconnu pour la partie athlétique ou la partie sportive au niveau du club, mais c'est pas tout le monde qui veut faire du kayak, c'est pas tout le monde qui veut faire des sports. Il y a des gens qui veulent un côté un petit peu plus culturel, qui veulent un peu plus les arts. Fait c'est là qu'on a porté le projet un peu plus de ce côté-là. Les jardins et la forêt nourricière apportaient un volet de nature. On était rendu à l'étape on développe une petite salle ou un atelier pour permettre aux jeunes du Club nautique d'aller travailler. Quand on a soumis le projet la première année, au niveau du Conseil du patrimoine, les gens nous ont dit, avant de vous donner des sous, de vous supporter, on aimerait ça avoir un plan d'ensemble. L'an dernier, on a eu une subvention pour avoir un architecte qui est venu nous donner un petit coup de main sur comment on pouvait aménager la chapelle, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Son état de santé aussi. L'état de santé aussi, mais en même temps, on avait le programme du protection du patrimoine bâti de la MRC, pour lequel on a, du moment qu'il a ouvert, on a soumis notre candidature pour rénover l'extérieur, pour au moins solidifier le bâtiment. C'est tous des projets qui sont imbriqués un dans l'autre. Le timing a été bon, puis qui nous amène aujourd'hui au volet, je vous dirais, l'avant-dernier volet des étapes qu'on avait, c'était le réaménagement intérieur du bâtiment. Parce que là, vous voulez, en fait, là, il y a des bancs actuellement, vous allez tasser les bancs, j'imagine? Oui, c'est sûr qu'on est en train de regarder avec l'architecte qu'on a mis au dossier qu'est-ce qu'on peut faire. Les bancs, ce qu'on voudrait, c'est peut-être récupérer une partie de ceux-là, parce que nos bancs, c'est... la chapelle était... C'est un symbole important. C'est un symbole important, ça fait partie du mobilier, c'est un cachet de la bâtisse. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que nos bancs ont un peu un modèle IKEA des années 20 ou des années 10, c'est parce que les bancs ont tout été emmenés en morceaux, ça a tout été assemblé sur place, collé. Puis quand on a fait une vente de bancs, là, à peu près 3 ans, on s'est aperçu qu'en les déplaçant, ils se défaisaient facilement. Puis on pouvait récupérer les morceaux pour faire d'autres choses. Fait que présentement, on regarde des possibilités de dire comment on peut récupérer nos bancs pour peut-être les intégrer à l'aménagement qu'on va faire à l'intérieur. Il y a une nef aussi. Il y a la nef au deuxième. Ça, c'est un autre plan de masse. Ça, c'est d'autres dépenses, j'imagine. On les prend une bouchée à la fois. Ça va être la dernière bouchée qu'on va prendre. Ça va être le développement de la nef. Là, on est vraiment sur la première partie, rendre le bâtiment plus accessible, complémentaire. On a aussi l'essor qu'on connaît, la ville connaît des dernières années. On voit qu'on a plus de besoins. Les gens arrivent, ils ont besoin d'un peu plus de services, ils veulent plus d'occasions, d'opportunités, d'activités. Avec juste le club nautique, c'est sûr que l'été, on vit avec des conflits d'horaire, des conflits d'utilisation. Fait que la chapelle vient nous donner une flexibilité qu'on n'avait pas. Puis les quelques spectacles qu'on a faits à la chapelle démontrent qu'au niveau... Au niveau acoustique aussi, là, le spectacle est très intéressant au niveau acoustique. C'est pas une place pour faire de la musique populaire, mais des spectacles acoustiques ou des pièces de théâtre ou autres, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant à l'intérieur. Quand même. Vous avez aussi aménagé des sentiers pour 3 saisons, en fait, ou 4 saisons. As-tu des sentiers pour... les sentiers, c'est un autre qui va dans le parc. Là. On a une forêt nourricière qu'on a aménagée dans le bas du parc, là, au parc de la Chapelle, qui mène vers le lac. Fait que vous avez les jardins communautaires. Par la suite, vous arrivez avec tout le parc d'arbres fruitiers qui est là, que les gens peuvent cueillir ou aller se reposer, ou on a fait une pergolette à l'intérieur. Fait qu'on a aménagé le secteur. Mais on a créé aussi des sentiers pédestres du côté de l'hôtel de ville. Eux autres ont développé, l'an dernier, on les a mis en place. Cette année, ils vont être intégrés avec des structures d'hébertisme. On a 10 structures d'hébertisme qui vont être en place. Là-dessus, justement. C'est un autre programme pour lequel on a travaillé. Fait qu'on essaie de profiter de tous les programmes disponibles pour donner un peu de vie au secteur. Fait que la piste d'hébertisme, elle devrait être en place au printemps. Le tennis, là, ça va être une autre occasion. Là, c'est ça. Vous avez reçu un bon montant quand même. C'est intéressant pour ce qu'on va mettre en place. À côté de l'hôtel de ville, en fait. Encore, c'est le parc qu'on a réaménagé. On a commencé à réaménager l'an dernier le parc. On a installé un terrain de basketball. On a installé des terrains de pétanque. On a le sentier pédestre qui est à l'arrière. Là, les structures d'hébertisme vont s'ajouter cette année. On va avoir le terrain de tennis avant la fin de l'été ou pour la fin de l'été qui devrait être installé. Fait que ça commence à être une offre de service qui est plus intéressante, autant pour les gens qui fréquentent le club nautique que pour l'ensemble des citoyens qui peuvent bénéficier des endroits. En termes d'échéancier, mettons le premier étage de la chapelle, est-ce qu'on prévoit l'automne? Ce qu'on vise présentement là, pour la première année, ce qu'on veut, c'est finaliser les plans avec l'architecte. Fait qu'on veut finaliser nos plans parce que ce qu'on avait eu comme étude, c'était sommaire. Fait que là, on va faire un plan plus
plus détaillé pour l'aménagement intérieur. Ce qu'on voudrait cette année, c'est une chapelle 3 saisons qui n'avait pas de service. Fait qu'on veut installer les services, tout ce qu'on appelle le bloc sanitaire cette année, pour que l'an prochain, on soit sur la finalisation. L'objectif que j'ai fixé avec le Conseil, c'est 18 mois. Fait qu'on vise l'automne 2023. Si ça va bien, on va l'atteindre. On va voir aussi la participation des gens, des citoyens qu'on a dans le projet. Comment la campagne de financement public va se dérouler aussi. L'attrait avec certains partenaires privés, voir s'ils ne peuvent pas contribuer aussi un peu, pour que la contribution municipale se fasse dans l'ordre de grandeur qu'on visait, là, qui est environ une cinquantaine de $1000. Le restant provenant du privé et de la subvention obtenue du Conseil du patrimoine. Il nous reste 2 minutes, juste parler un peu là, de la qualité du lac, la démarche collective, justement, la démarche citoyenne. Comment ça va actuellement? Je vous dirais que ça avance, ça progresse toujours bien, parce qu'on a beaucoup de plans d'action qui ont été faits. J'entendais tantôt vous parler de la patrouille nautique, c'est un des éléments qu'on a parti l'an dernier. Mais dans le plan, je vous dirais, il y avait plusieurs volets. Le volet fosse septique, on avait 325 fosses septiques il y a 3 ans qui n'étaient pas aux normes. Sur les 325, on en a plus de 285 présentement qui sont finalisés, qui ont été remis aux normes. Il en reste une dizaine qui vont être faites ce printemps. Par la suite, on a un autre projet qui est en cours pour une trentaine de résidences qui sont dans zone inondable, pour lequel un projet d'égout communautaire est en place. Qu'on attend juste les nouvelles, mais ça devrait sortir très bientôt. Fait qu'on est confiant d'avoir celle-là. Ce qui fait que ce volet-là devrait être couvert. On a travaillé beaucoup sur la partie protection du lac, aménagement, les rives, les bateaux. On a travaillé l'été dernier avec la subvention du PSRE, le programme de soutien pour les enjeux de l'eau, sur la gestion des sédiments. Fait que ça, c'est l'autre partie qui a été travaillée l'an dernier. Fait que cette année, on poursuit. On est sur une autre phase d'activité qui devrait là, être dévoilée aux citoyens au cours des prochaines semaines. Est-ce que vous utilisez les tapis pour la myriaphile? Ça, c'est la partie du myriaphile. On avait 2 certificats d'autorisation qui avaient été émis pour environ 140 000 pieds carrés. Il nous reste, on a 20 toiles, ça représente près de 60 000 pieds carrés qui restent à installer. On a déjà 2 demandes de certificats d'autorisation qui ont été déposées au ministère pour une phase 2. La phase 2 consistant à une partie en arrachage de myriaphile et une autre partie sur le complément des toiles de jute. Fait que c'est un plan d'environ 5 ans qu'on veut poursuivre. Jusqu'à date, ça va bien. Ça annonce bien, oui? Ça va bien. On en découvre tout le temps. On apprend toujours en jouant avec la nature. C'est sûr, hein? Ben exactement, c'est ça. La nature est forte. Hein? La nature est forte, mais est intéressante parce qu'il y a des choses qu'on a découvertes, qu'on a validées avec certains chercheurs de l'Université Laval qui avaient vu les mêmes choses, puis ils disaient, oh, c'est peut-être une solution qui s'en vient parce qu'il y a une plante existante qui est une plante naturelle qui est un petit peu qui lutte avec le myriaphile dans certains secteurs. Puis après, elle a l'air à vouloir prendre le dessus. Fait qu'on va voir comment est-ce que ça va sur le... Comment ça peut se traduire ça? Intéressant. Donc, vraiment un beau dossier à suivre aussi. Alors, ça va bien, Lac-Sergent? Y a-t-il des terrains à vendre pour les gens qui veulent s'installer? Je vous dirais, quand on les vend, quand il y en a un à vendre, il ne reste pas longtemps sur le marché. Fait que, il y a eu énormément de mouvements. Puis il y a beaucoup d'investissements qui se fait par les citoyens là, au cours de la dernière année. Quand on regarde, si vous prenez le plan de développement ou de construction neuve de la MRC, en pourcentage, on ne s'est pas placé, on n'est pas loin du sommet au niveau de pourcentage. On n'est pas encore comme une ville comme Donnacona, mais pour la grosseur de notre ville, un investissement d'environ 10 millions en rénovation-construction sur une année, c'est bon. C'est clair. Alors, Yves Bédard, maire de Lac-Sergent, merci infiniment de cet entretien. Ça fait plaisir. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Myriam Lachance, travailleuse de rang. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. Hey, j'ai trouvé ça à SAQ. Cidre de pomme fait par des bleuets. Ça, c'est Keb, là. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement cultivés ici d'Origine Québec. SAQ, le goût de partager. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne.
Le ministère des Transports du Québec annonce des investissements records de 525 276 000 $ pour l'amélioration et l'entretien des routes de la capitale nationale pour les 2 prochaines années. Parmi les 85 projets prévus, on retrouve dans Portneuf l'asphaltage de la route 365 à Saint-Raymond et de la route 138 à Donnacona et Cap-Santé, l'ajout d'une bande rugueuse médiane sur la route 365 à Neuville et la reconstruction du pont au-dessus de la décharge du lac Sergent. À Saint-Gabriel-de-Valcartier, des travaux d'asphaltage de la 5e avenue sont prévus à partir d'1 kilomètre au nord de la rue des Pins jusqu'à la route du lac Jacques. La MRC de Portneuf reçoit plus de 680 000 $ du ministère de la Culture et des Communications pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier dans Portneuf. 500 000 $ permettront de restaurer les bâtiments patrimoniaux municipaux et 183 000 $ serviront à soutenir financièrement directement les propriétaires d'immeubles patrimoniaux. La contribution du ministère de la Culture et des Communications peut atteindre 70 % des coûts pour restaurer les bâtiments patrimoniaux qui appartiennent aux municipalités. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf annonce la nomination de M. David Loranger-King comme nouveau directeur général de la Régie. Il sera secondé par Hélène Verrette, directrice adjointe depuis 2016 et à l'emploi de la Régie verte depuis 2005. David Loranger-King a été directeur de service de gestion des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse et aussi de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Il succède à Jean-Luc Mercure, qui occupait la direction générale depuis 2016. M. Mercure prendra sa retraite sous peu et demeure en poste pour quelques jours semaine, le temps de la transition. M. Mercure travaille à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf depuis plus de 40 ans. La compagnie Sika Canada a acquis Sable Marco de Pont-Rouge qui fabrique des matériaux cimentaires et de mortier. La transaction a eu lieu au début du mois de mars. Cette nouvelle acquisition ouvrira de nouvelles opportunités pour Sika Canada dans la région de l'Est du Canada et améliorera son accès au canal de distribution au détail. Sable Marco a établi une forte présence dans le domaine de la distribution au détail dans les principaux magasins de matériaux de construction nationaux et régionaux et aussi les chaînes de magasins de rénovation. En affaires depuis 1979, l'entreprise familiale a évolué de père en fils. De 15 employés en 2000, Sable Marco compte plus de 100 travailleurs à ce jour. Le manufacturier ensache et vend annuellement plus de 10 millions de sacs de ses 150 produits différents. Plusieurs municipalités rappellent l'importance de déneiger et déglacer la toiture de ces bâtiments pour prévenir des accidents ou des dommages et d'éviter que sa responsabilité ne soit engagée. La neige qui s'accumule en bordure des toits à versant peut représenter un danger pour les personnes qui circulent près des bâtiments, sans compter l'affaissement et l'effondrement des toitures, de même que les possibles dommages matériels. À Saint-Raymond, il est défendu à tout propriétaire ou locataire, de même qu'à toute personne qui a à charge un édifice, de laisser accumuler de la neige ou de la glace sur cet édifice lorsque cette neige ou cette glace peut devenir une source de danger. D'ailleurs, des employés du service des incendies et de la sécurité publique procèdent présentement à une tournée de sensibilisation auprès des propriétaires de bâtiments dont les toitures et les glaciers pourraient causer des accidents si elles venaient à se décharger. Sillonner les rangs à la rencontre des agriculteurs pour prendre le pouls de leur santé psychologique est un métier que pratiquent les travailleurs de rang. Pour nous témoigner de son travail, on reçoit en studio Myriam Lachance. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Quel beau travail de bienveillance auprès de nos agriculteurs. C'est vrai, dans le fond, c'est un travail de bienveillance que vous avez c'est bien gentil de le dire comme ça, mais c'est exceptionnel le privilège qu'on a d'être parmi eux dans leur quotidien, je trouve. Comment ça se passe exactement? Quel est votre travail concrètement? Comme par exemple cette semaine, là, comment vous avez réussi à rencontrer ou à aider justement nos agriculteurs? Mais en fait, il faut savoir que le travail de rang, c'est des intervenants sociaux formés. Moi, je travaille au social, j'ai 15 ans d'expérience en relation d'aide. On est là pour prévenir la détresse des agriculteurs, principalement en prévention, en promotion de la bonne santé mentale, mais aussi pour les accompagner quand il y a des crises, des moments qui sont plus difficiles. Donc, selon ces événements-là, la réponse va être différente. Fait qu'en réalité, je vais faire
plusieurs choses. Tu sais, si quelqu'un m'appelle, ben, je vais être là pour voir son besoin. Nous, on est flexible, donc on peut aller directement chez la personne. On peut aussi faire du suivi par téléphone. J'ai des producteurs qui n'ont pas le temps d'arrêter, de prendre 1 heure ou 2 pour me compter leur journée. Fait qu'ils continuent leur journée pendant qu'ils sont au téléphone. Ils me parlent 5 minutes pendant qu'ils sont en camion pour aller chercher quelque chose ou pour revenir chez eux. Je veux pas qu'il y ait de contraintes, là, dans le fond, faut pas qu'il y ait de raison de ne pas m'appeler, en fait. Okay. Ça peut être par visioconférence, ça peut être dans un bureau aussi, si les personnes veulent être en présence, mais pas à la ferme parce que des employés, des associés, la famille, puis ils veulent pas être dérangés, puis on peut louer un local quelque part, là, proche de chez eux, puis ils peuvent me rejoindre là-bas. Fait que quand les gens m'appellent, c'est un peu tout ça qu'on va regarder avec eux, puis voir quel type d'accompagnement ils peuvent avoir. Des fois, c'est un référent qui va appeler pour eux, quelqu'un de l'entourage qui va s'inquiéter, parce que souvent, on a le nez dedans, puis on ne voit pas qu'on va pas bien. Non, ça fait. Puis les agriculteurs sont connus pour attendre encore plus longtemps, je pense, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'on est entrepreneurs, on est habitué de résoudre nos problèmes nous-mêmes. C'est très mal aussi de parler. Oui, une petite fierté. Fait que il y a plusieurs, je vous dirais à peu près 2/3 là, de nos demandes, en fait, que ça vient d'un référent. Quelqu'un de l'entourage, soit le réseau agricole ou un membre de la famille qui va nous appeler pour voir, puis là, on va regarder avec cette personne-là comment on peut entrer en contact avec le producteur. Mais il y a aussi à peu près la moitié de mon travail qui est vraiment du démarchage en prévention. Fait que d'aller dans les événements, les marchés agricoles, les expos, les AGA, les syndicats locaux, des syndicats spécialisés pour aller vraiment vers les gens. Je fais des runs de lait qu'on appelle aussi, d'aller vraiment cogner chez les gens, dire bonjour. Faites votre tournée le matin, puis on va les rencontrer telle appeler des gens que je vois, juste dire bonjour. Vous avez un grand territoire aussi, là? Oui, exactement. Moi, je couvre Capitale Nationale Côte-Nord. Fait que vraiment du bout de votre région jusqu'à très loin sur la Côte-Nord, mais ça se fait très bien pour l'instant parce qu'il n'y a pas non plus un très grand nombre de fermes sur notre territoire malgré tout. C'est 1200 plus ou moins en ce moment, 1056, je pense, dans les derniers chiffres. Dans le Capitale Nationale? Dans le Capitale Nationale avec la Côte-Nord. Avec la Côte-Nord, oui, en agriculture, les deux sont mis ensemble. Fait que oui, ça se fait quand même bien, là. C'est sûr qu'avec la pandémie, on avait plus d'interventions par téléphone. Et là, on recommence à sortir, je suis bien contente. Vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs quand même, ou vous êtes seul actuellement? Je suis toute seule sur mon territoire à moi. En réalité, le modèle, parce que je travaille pour Au cœur des familles agricoles... Ben ça, c'est ça, on va en reparler. Vous allez me dire, c'est qui ça? On en parle maintenant? Ah, bien, allez-y, OK. C'est qui, effectivement? C'est votre employeur, en fait. Exactement. C'est un organisme communautaire provincial. Ils sont basés à Saint-Hyacinthe. C'est là que tout a commencé il y a 18 ans, en fait, en 2003. Et leur modèle d'affaires, c'est vraiment par région administrative, il y a une travailleuse de rang. Donc, moi, pour l'instant, je suis toute seule. Il y a eu un travail de 2 ans avant de pouvoir trouver le financement déjà pour moi. Fait qu'éventuellement, est-ce qu'on sera 2 pour pouvoir couvrir la région? L'avenir le dira. Pour l'instant, ils voulaient avoir au moins une personne par région administrative. Fait qu'à ce jour-ci, avec nous, puis un autre organisme, 2-3 autres organismes en fait, qui font la même chose, on couvre l'ensemble de la province. Là, en fait, là, il y a une TR, une travailleuse de rang par région administrative dans la province au complet. Fait que pour l'instant, oui, je suis toute seule, mais en même temps, je suis pas toute seule parce que je suis toute seule de mon titre à moi, mais j'ai les sentinelles pour m'aider, j'ai le réseau agricole, j'ai justement les référents. Tu sais, le milieu agricole est assez serré quand même et il s'entraide énormément. Les organismes communautaires sont très présents aussi. Fait que j'ai 1 million de personnes. Comme l'Arc-en-Ciel en Port-Neuf, j'imagine. L'Arc-en-Ciel est un formidable partenaire pour nous, en fait, et c'est eux qui ont milité énormément pour le service de travail de rang. Ils avaient commencé, eux, à faire des runs de lait déjà depuis plusieurs années. Ils sont le CPS aussi, le Centre de prévention du suicide. Oui, Fait qu'ils sont un partenaire. On se réfère des gens mutuellement en cas de besoin. Fait que oui, il reste un partenaire très, très, très important pour moi. Fait que je me sens pas toute seule sur le terrain parce qu'il y a beaucoup d'yeux, beaucoup d'oreilles pour m'aider. Est-ce que la santé psychologique, en général, est bonne chez nos agriculteurs? Bien, je vais être biaisée pour répondre parce que ceux qui m'appellent vont pas bien. Non, mais tu sais, dans le fond, sur les 1000, je sais pas, est-ce qu'on peut évaluer dans un ensemble ou... Parce que la pandémie n'a pas aidé. On a vécu quand même des difficultés là, importantes. Là. Je ne vais pas affirmer que nos gens vont pas bien. Je vais affirmer qu'il y a beaucoup de stresseurs en agriculture. Ce qu'on sait, c'est que ça. Les gens font face à de nombreux stresseurs. La pandémie n'aide pas. Les inquiétudes avec la guerre parce que ça l'amène un prix du gaz, un prix des intrants, dans le fond, de la nourriture pour les animaux, etc. Et les quotas, la gestion de l'offre reste toujours la même. Fait que les dépenses augmentent, mais les revenus n'augmentent pas nécessairement. Fait que ça reste toujours un petit peu plus serré. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, il y a des inquiétudes qui sont reliées à ça. Puis
en plus de toutes les autres. Les emplois, les travailleurs aussi qui sont plus rares. La pénurie de main-d'œuvre est assez difficile en agriculture en ce moment. On a eu, heureusement, là, ça va un petit peu mieux avec les travailleurs étrangers, mais au début de la pandémie, il y avait un ralentissement aussi de par le fait qu'il y avait moins d'avions puis d'échanges entre pays. C'est sûr que ça reste un enjeu assez difficile. Par contre, on a un milieu qui est créatif, qui essaye de trouver des solutions en ce moment aussi. Okay. Fait que ils n'ont pas le choix. Je pense que c'est la population la plus résiliente que je connais. Portneuf? Les agriculteurs en général. Okay, ouais. Mais Portneuf, probablement, mais là, je ne veux pas faire de guerre de clocher. Non, c'est ça. Mais fait qu'ils font avec. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention parce que dans la pénurie de main-d'œuvre, on ne passe pas de 35 heures à 50 heures, on passe de 100 heures à 150 heures dans une semaine. Fait que ça peut devenir rapidement catastrophique. Fait qu'il faut mettre des choses en place rapidement. Il y a des gens au début de saison qui vont changer ce qu'ils vont mettre dans leur champ, qui vont réduire ce qu'ils vont faire parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas être là quand ça va être le temps des récoltes. Fait que, il y a des choix, malheureusement, qu'il faut faire des fois pour être un peu en réaction à ces événements-là. C'est sûr. Oui. Et peut-être, justement, en terminant, comment on fait, les gens qui nous écoutent, un agriculteur qui nous écoute actuellement, comment on fait pour vous rejoindre et il y a un numéro, à vos services? Oui, un numéro, la ligne centralisée, en fait, c'est le 450-768-6995. Je suis une page Facebook aussi, on a un site Internet. Il y a plusieurs façons de nous rejoindre, mais vraiment, la ligne centralisée, elle est ouverte de 8 h le matin à 20 h le soir, du lundi au samedi, ce qui fait qu'on a quand même une bonne plage de sécurité. Puis je demande vraiment aux gens, autant le réseau, là, de ne pas hésiter à faire appel à nous le plus vite possible. C'est toujours plus facile. Oui, et puis vous continuez votre prévention. Vous continuez votre... Toujours. Run de lait, comme on dit? Run de lait. Effectivement, nos services sont gratuits, sont confidentiels aussi, là, fait que les gens n'hésitent pas. Fait que si les gens vous voient arriver sur vos terres, c'est une bonne personne qui arrive. C'est ce qu'il faut se dire. Bien, j'espère qu'à date, ils me disent ça. À date, ça va. À date, ça passe. C'est bon signe. Alors, Myriam Lachance, travailleuse de rang, merci beaucoup de cet entretien, puis on se tient au courant de votre travail. Alors, après la pause, d'autres nouvelles, et on parle du 10e anniversaire du programme plein air à l'école secondaire Louis Jobin à Saint-Raymond. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a 3. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces 3 identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. Un gin aux accents du Sud distillé sur la Côte-Nord. C'est donc bien exotique. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement distillés et préparés au Québec. SAQ, le goût de partager. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent ici. Là, mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois. Pour la première fois de son histoire, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches a franchi le cap des 17 millions de dollars amassés lors de sa campagne de collecte de dons. Les 17 15 465 dollars amassés sont le fruit du travail de milliers de bénévoles qui mettent temps et énergie pour accroître l'impact de Centraide dans la lutte à la pauvreté, à l'exclusion et aux inégalités sociales. Centraide Québec-Chaudière-Appalaches appuie 215 organismes dans les 2 régions. On estime qu'une personne sur 5 a recours au service d'un organisme ou d'un projet communautaire soutenu par Centraide. L'Union des municipalités du Québec a annoncé que son conseil d'administration a atteint la parité entre les hommes et les femmes, une première depuis la fondation de l'organisation en 1919. 6 mairesses ont été élues ou réélues parmi les 15 représentants des caucus régionaux au conseil, en fait, pour le mandat 2022-2024. À compter du 1er avril prochain, 25 femmes et 25 hommes siégeront au conseil de l'Union des municipalités du Québec. Parmi les affaires policières, la semaine dernière, plus d'une centaine de motoneigistes ont été interpellés ou interceptés par les patrouilleurs dans les sentiers d'une des 15 municipalités de Portneuf et Lobinière lors de 5 journées ou soirées de patrouille. Plus d'une dizaine de constats d'infraction, dont 7 pour excès de vitesse et 10 avertissements ont été émis.
4 personnes ont été arrêtées pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et ou la drogue entre le 1er et le 13 mars dernier. Les arrestations ont eu lieu à Saint-Gabriel-le-Valcartier, Fossambeau-sur-le-Lac, Saint-Raymond et sur l'autoroute 40 en direction ouest dans le secteur de Neuville. Les 3 hommes et la femme arrêtés étaient respectivement âgés de 27, 28, 51 et 49 ans. 2 résident à Saint-Raymond et les autres à Québec et Laval. Une voiture à énergie solaire devrait passer à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier le dimanche 29 mai prochain, en matinée sur la route 367 et la route des Érables. Le prototype de voiture solaire qui circulera est développé par près d'une centaine d'étudiants en génie de la Polytechnique de Montréal dans le contexte d'un concours entre ses futurs ingénieurs. En juillet 2021, le prototype Esteban 10 a franchi un trajet de 1820 km avec l'énergie solaire qui l'a mené de Repentigny à Bécancour en passant par Baie-Saint-Paul, Gaspé-Rimouski et Rivière-du-Loup. Après un report en 2020 et 2021, le grand défi Pierre Lavoie de 1000 km se tiendra du 9 au 12 juin et passera par Saint-Raymond le jeudi soir 9 juin. Plus de 1000 cyclistes et accompagnateurs sont attendus pour une nuitée. De l'animation est prévue vers 19h au centre-ville et la ville offrira le déjeuner aux participants le lendemain matin, vendredi 10 juin, à l'aréna de Saint-Raymond. Le programme plein air à l'école secondaire Louis Jobin de Saint-Raymond souligne ses 10 ans cette année. Charles Laviolette s'est intéressé au sujet. Écoutons sa capsule. Dans le fond, l'option plein air, c'est né il y a 10 ans. Ça a été amené à l'école secondaire de Saint-Raymond. C'est pour les secondaires 5. C'est offert au secondaire 5. C'est pour faire découvrir le plein air, le territoire, puis permettre à des jeunes de toucher à des activités moins traditionnelles que ce qui est offert dans l'éducation physique. Toucher au plein air. Bref, puis fait que, tu sais, ça va passer par le vélo de montagne, le fat bike, l'escalade, aussi escalade de glace, escalade de roche aussi, le canot, puis des expéditions comme ça, des sorties de même plus prolongées. Là, ils voient la préparation, ils participent au processus de toute la préparation de l'expé. Fait que c'est ça, ça les sort, ça les fait toucher à des choses qu'ils ne feraient peut-être pas par eux-mêmes dans leur vie, finalement. C'est une sortie de 2 jours et 1 nuit aujourd'hui, une mini-expé hivernale, finalement, pour faire vivre le coucher dehors, en extérieur, là, en plein air aux étudiants, les abris en neige aussi, puis la gestion de vêtements, puis la nourriture, parce qu'ils ont préparé des bons plats, là. Ils ont un déjeuner, dîner, souper à préparer aussi. Fait que c'est de faire vivre ça dans ces conditions-là, malgré le fait qu'on a une super belle journée aujourd'hui. J'allais dire que dans le fond, l'objectif, c'est de les faire sortir de leur zone de confort. Ouais. Aujourd'hui, ils sont encore confortables pas mal, mais ça reste quand même que coucher dehors dans le banc de neige, comme je dis des fois un peu en blague. On couche dehors l'hiver, c'est pas facile. Puis il y en a quelques-uns qui avaient des appréhensions, quelques-uns qui étaient un peu nerveux, puis avec raison. Ouais. On a eu des périodes en classe aussi pour de la théorie, pour savoir comment coucher dehors, comment gérer ses vêtements. Finalement, il y a pas mal de gestion de même pour être confortable, entre guillemets. La température douce de même, la neige vient mouilleuse, puis les vêtements se mouillent, puis eux autres, ils bougent, ils peltent. Fait que là, on voit des vêtements mouillés, le soleil vient de se cacher. Fait qu'il y a une gestion là, qu'ils sont en train de découvrir que, faut que j'enlève des couches, faut que j'en remette, c'est tannant. Là, dans mon sac, c'est mal placé, c'est long. Fait que là, c'est ça, ils expérimentent toute la logistique d'être bien organisé dans ses vêtements. Le multicouche qu'on leur enseigne aussi plus tôt dans l'année, là, ils goûtent vraiment. Là. En hiver, à la fois, il faut faire un système de multicouche. Il faut mettre plusieurs couches, pas de coton, dans le fond. Lui, il gèle. Il a vraiment fret. Ben, il fait plus fret qu'à matin, là, mais vu qu'on a un feu, ça l'aide aussi. C'est quoi l'erreur que t'as faite? Pourquoi t'as froid? J'avais des trop petits bas.
Mes bas, ils étaient pas assez gros. Mais là, je me suis mis des bas de laine. Là, ils sont obligés de travailler en équipe. Ils sont obligés d'arriver à un objectif parce qu'ils vont dormir dans leur abri. Si l'abri est tout croche, c'est eux autres qui vont en souffrir. Même chose pour les repas. Il a fallu qu'ils fassent les menus, l'épicerie. Ils se le font cuire eux autres mêmes si ça va pas. Peut-être checker si c'était de la sauce à spag autour de la Là, on est en train de faire des tombeaux. C'est comme des trous qu'on creuse, etc. Puis qu'on met une bâche par-dessus afin de garder plus de chaleur possible. C'est certain que c'est plus chaud que des Quincy. Il est moins long à faire, justement. Fait que c'est vraiment pratique. Là, on dort à peu près dans le nôtre. On dort 4 dedans. Et puis, il est juste là-bas. Okay. Dans le fond, on a tout creusé un trou dans la neige. Puis on a pris une bâche, on les attachait après des arbres. On a mis un bout de bois dans le milieu pour que ça tienne en hauteur, là, pour pas qu'elle nous tombe dessus. Ils sont déconnectés en étant ici. Là. Ils n'ont pas accès. On n'a pas de réseau. Ils n'ont pas leur téléphone, ils n'ont rien. Fait qu'ils sont vraiment... C'est le fun, c'est ça qu'on se disait plus tôt dans la journée. Cet après-midi, on est resté au camp, ils ont pris le temps de construire, puis le soleil était là. Puis il y en a qui avaient fini leur abri, puis ils ont juste relaxé au soleil, puis ils se parlaient entre eux, tout le groupe ensemble. Fait que c'était le fun de voir ça, cette cohésion-là, qu'ils n'ont peut-être pas tout le temps quand ils ont leurs écrans, puis le monde habituel autour d'eux. Faut faire attention, les filles. Mettez pas vos bottes trop proches. Non, je veux pas m'asseoir, je te vole pas ta place. Je vais m'asseoir, c'est vieux-là. Le maire de Saint-Alban, Denis Lépine, a été nommé président du comité consultatif agricole de la MRC de Portneuf et 2 nouveaux membres de l'UPA se joignent au comité, dont une première femme agricultrice, Mme Gabrielle Durocher. L'autre producteur représentant l'UPA est Hugues Denis. Le comité consultatif agricole de la MRC de Portneuf a pour tâche d'étudier, à la demande du conseil de la MRC ou de sa propre initiative, toute question relative à l'aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects environnementaux qui sont rattachés. Le comité consultatif agricole est composé de 3 membres issus du conseil de la MRC de Portneuf, 4 membres reconnus à titre de producteurs agricoles et un membre provenant de la table de concertation en environnement de la MRC de Portneuf. 3 projets dans Portneuf pourront bénéficier d'une aide financière du Fonds de la région de la capitale nationale. Un montant total de 800 000 $ est partagé entre la CBJC, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier pour la mise en valeur de la passe migratoire, à la ville de Neuville pour son stationnement et place publique et à l'entreprise Vallée de Saint-Alban pour la modernisation de son usine. Une centaine de personnes ont assisté à la présentation du documentaire Femmes au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond qui était présenté gratuitement par l'organisme Accès Travail Portneuf lors de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier. Le film, qui donne la parole à 2000 femmes issues de 50 pays, traite de plusieurs sujets comme la relation entre les hommes et les femmes, les combats concernant les injustices, la perception des élites, l'amour et autres sujets. Les organisateurs qualifient l'événement d'une réussite sur toute la ligne. Les animatrices comme Véronique Bélanger de la Maison Mirepi ont suscité de bonnes discussions et commentaires après le film. La présentation du documentaire s'inscrivait dans le cadre du projet pilote des intervenants communautaires interculturels pour les femmes, financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour la région de Portneuf et de la Jacques-Cartier. Le Métal Perrault de Donnacona a terminé le week-end dernier par une victoire et une défaite contre les Loups de la Tuque dans cette série de 3 de 5. Le Métal Perrault est allé chercher une grosse victoire vendredi dernier à la Tuque en remportant le premier match de cette série par la marque de 4-0. L'attaquant numéro 13, Jason Imbeau, y est allé d'un tour du chapeau en 3e période. Samedi dernier, devant 558 spectateurs à l'aréna du complexe sportif Promutuelle Assurance de Donnacona, les joueurs ont dû baisser pavillon par la marque de 4-3. Le 3e match de cette série aura lieu à la Tuque ce vendredi, donc demain, 18 mars, et le 4e match aura lieu le lendemain, samedi, à 20h à Donnacona. Si un 5e et ultime match est nécessaire, les 2 équipes se retrouveront à la Tuque le dimanche soir 20 mars à compter de 19h.
Et le pianiste Martin Lizotte de Deschambault-Grondines procédera au lancement de son nouvel album à l'École de musique Denis Arcand le dimanche 27 mars à compter de 15h30. Au début de sa carrière, Martin Lizotte a accompagné plusieurs groupes, dont Jean Leloup, dans une tournée. Il apparaît régulièrement aussi comme pianiste dans l'émission En direct de l'univers avec France Baudouin. Alors, ça complète l'Info CJSR pour cette semaine. Merci Charles, Aubert, Tony, Suzy, Carole, Luc et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images de parois de glace de la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban. Alors, bonne semaine et aussi un bon printemps.